Fabien Villieu? Évidemment, ça me parle. Aujourd'hui, il n'y a aucun intérêt d'être syndiqué. Aucun intérêt, c'est que des problèmes. D'ailleurs, moi, je me suis fait licencier parce que j'étais syndiqué. À l'époque, non, j'étais dans une entreprise privée, donc je ne citerai pas. Vous savez, il y a 450 licenciements quand même à la SNCF, donc c'est pas le paradis sur terre comme on... Mais bon, voilà, aujourd'hui, il y a strictement aucun intérêt. Alors, je prêche pas pour ma paroisse, mais parce que c'est que des problèmes. Dans certains pays, si vous voulez avoir les accords d'entreprise, bénéficier des accords d'entreprise, des accords de branche, il faut être syndiqué. Donc c'est pour ça qu'il y a des taux de 70-80%, parce que si tu n'es pas syndiqué, tu as moins de droits que lorsque tu es syndiqué. En France, c'est pas du tout le cas, y compris le fait d'être syndiqué, le fait de voir, de l'afficher et de l'affirmer, tu peux avoir de gros problèmes, y compris à la SNCF. Parce que, oui, on a toujours l'image de la SNCF. Il y a une forme de discrimination. Moi, là où je suis conducteur de train sur la ligne D du RER, qui est Bastion Sudrail, j'ai pas de souci. Je peux vous dire, par contre, dans d'autres services où il y a moins de tradition, où le poids de l'encadrement est très très fort, il y a des pressions qui sont très très fortes, le fait d'afficher, d'appartenir à une organisation syndicale, je peux vous dire qu'aujourd'hui, des cadres de la SNCF, ils n'osent pas s'afficher Sudrail. Parce que s'ils s'affichent Sudrail, leur carrière professionnelle, c'est en croix, c'est fini. Donc il y en a qui nous disent on a de la sympathie pour vous, y compris on peut voter pour vous, d'ailleurs on a des surprises dans les votes, mais par contre, jamais ils n'affirmeront ou jamais ils se montreront à la SNCF. Je ne vous parle pas de McDonald's. Et comment vous l'expliquez ? Parce qu'il y a une pression managériale qui est très très forte, y compris, alors qui est encore plus forte dans l'encadrement qu'elle ne peut être là où je travaille moi, mais qui est réelle et qui existe et qui aujourd'hui fait que le fait d'être syndiqué, en tout cas, c'est très mal vu. Ouais. On va Bertrand Pancher, est-ce que c'est l'exemple allemand qu'il faudrait suivre ? Je ne suis pas certain qu'il faille suivre des exemples partout. On a, en termes de syndicalisme, mais on parle aussi des Danois. Oui, mais on a notre tradition de dialogue qu'il faut sans doute, en tout cas vraiment renforcer. Et je pense que les solutions, elles se construisent ensemble, avec notre culture, avec notre tradition, avec nos engagements. En tout cas, la solution, c'est pas un pouvoir vertical qui décide de tout, avec des mesures qui sont prises sans donner la possibilité d'en discuter. Yann Brossard. Mais de ce point de vue quand même, je pense que le mandat d'Emmanuel Macron marque une forme de rupture. On le disait tout à l'heure, être syndicaliste, c'est être confronté à des discriminations dans son entreprise et c'est parfois extrêmement compliqué. Mais là, en plus de ça, on a un pouvoir qui a d'une certaine manière théorisé une forme de mépris vis-à-vis des organisations intermédiaires et notamment des syndicats. Je ne dis pas qu'il méprise uniquement les syndicats. Emmanuel Macron méprise beaucoup de monde. Il y a une forme d'humiliation. Mais une forme d'humiliation des syndicats, des corps intermédiaires qui est permanente. Un pouvoir qui en permanence explique que de toute façon il a été élu pour faire ça et il le fera quoi qu'il arrive. Alors même d'ailleurs que la réforme de la SNCF n'était pas dans le programme d'Emmanuel Macron. Mais enfin, en tout cas, un pouvoir qui avance comme un bulldozer, évidemment. Que c'est un mode de gouvernement qui est différent, qui est extrêmement vertical, extrêmement centralisé et qui crée de la violence dans la société. Et ceci expliquant cela, c'est difficile après pour un représentant syndical d'avoir une voix, de faire porter sa voix évidemment au sein d'une entreprise. Très concrètement, la réforme du ferroviaire, on a un Premier ministre qui explique moi je suis prêt à discuter, sauf du statut, c'est non négociable, des cheminots, de l'ouverture à la concurrence, c'est non négociable, et du passage de la SNCF en EPIC, c'est-à-dire du statut de la société anonyme. Voilà, donc c'est pour discuter de quoi ? De la couleur du papier peint ou comment on va... Non, mais peut-être de la dette. C'est peut-être le dernier point qui vous reste. On verra ce qu'ils proposeront au niveau de la dette. Mais de toute façon, je pense qu'ils vont être obligés de reprendre la dette, parce que s'ils ne reprennent pas la dette, l'ouverture à la concurrence ne marchera pas. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est bien beau de parler d'ouverture à la concurrence, mais s'il n'y a pas de concurrent qui se présente, comme c'est le cas de la plupart des pays européens, c'est-à-dire que l'ouverture à la concurrence, elle est active dans la plupart des pays européens. Par exemple, l'Italie, le fameux exemple italien. Donc, on nous parle des TGV italiens, c'est super génial. Alors bon, c'est beaucoup plus compliqué. Mais l'ouverture à la concurrence, elle a lieu en Italie sur les TER, donc les trains régionaux, et sur les grandes lignes. Vous savez combien d'opérateurs privés se sont positionnés sur les TER en Italie ? 0. Voilà. Et aujourd'hui, il y a un rapport parlementaire. Oui, il y a 0 compagnie privée qui s'est positionnée dans les trains. Le contre-exemple, c'est l'Allemagne. Alors, François Deletraz. Et c'est vrai, le contre-exemple, c'est l'Allemagne, parce que l'Allemagne, le prix du billet en Allemagne est beaucoup plus cher qu'il n'est en France, et les trains en Allemagne sont beaucoup moins rapides qu'ils sont en France. Donc c'est effectivement un très bon contre-exemple, l'Allemagne. François Deletraz. En Allemagne, en grande ligne, il n'y a quasiment pas d'opérateurs privés.
il y en a beaucoup en ligne régionale. Donc ce qui fait la différence. La Deutsche Bahn a perdu des marchés en ligne régionale, mais pas en grande ligne, parce que la grande ligne, c'est quelque chose de compliqué à faire, ça coûte de l'argent, et ça ne gagne pas d'argent. Donc quel intérêt aurait un opérateur privé à se mettre sur une grande ligne, alors que sur les lignes régionales, elles sont subventionnées, et donc il sait à l'avance quelle sera sa marge. On va poursuivre évidemment et on va avancer un tout petit peu dans ce débat. Grève à la SNCF, mais aussi à Air France, grogne dans les hôpitaux, à la Poste, on l'a plus ou moins évoqué. Les syndicats veulent discuter, mais pour Emmanuel Macron, l'heure n'est pas au compromis. Le temps presse, il veut mettre en place ces réformes. Peut-il réellement se passer des syndicats? Élément de réponse avec Céline Martel. Emmanuel Macron aura réussi à les mettre d'accord. Réformistes ou contestataires, les syndicats français s'estiment malmenés par le chef de l'État. Point d'orgue de ces tensions, la réforme de la SNCF. Ce représentant de Sudrail dénonce une duplicité dans le discours du chef de l'État. C'est limite une escroquerie, c'est-à-dire qu'on vous dit qu'on fait des négociations, on vous dit qu'on fait des concertations, on vous dit qu'on va discuter avec vous, mais vous vous rendez bien compte qu'à la fin, le projet qui sort, il n'y a aucune discussion qui a été écoutée. Fait rare, le constat est identique pour la numéro 2 de la CFDT. On discute, mais à la fin, on ne sait pas ce qui va être retenu des propositions, ce qui ne va pas être retenu. Le président, mais le gouvernement plus globalement, renvoie au vieux monde l'ensemble du syndicalisme, sans essayer de comprendre ou ne voulant pas comprendre. Peut-être que tactiquement ça l'arrange, qu'il y a un syndicalisme réformiste qui a tout à fait compris que le pays avait besoin de réformes. Une attitude qui tranche avec celle de ses prédécesseurs. François Hollande cherchait l'appui de la CFDT pour passer ses réformes. Avant lui, Nicolas Sarkozy avait un lien privilégié avec la CGT de Bernard Thibault. Dès sa campagne, Emmanuel Macron affirme, lui, qu'il veut changer la place des syndicats dans la société. Pour Emmanuel Macron, il y a une place qui est très différente entre la démocratie sociale, il fait vraiment le distinguo entre la démocratie sociale et la démocratie politique, avec l'idée que les syndicats ne sont pas détenteurs de l'intérêt général et que c'est le politique qui en est détenteur, et donc c'est le politique qui a été élu légitimement notamment pour faire les réformes, qui doit les enclencher. L'avantage de cette méthode, des réformes plus rapides, comme celle de la formation professionnelle et de l'assurance chômage. Mais reléguer les syndicats n'est pas sans risque. Vous avez Laurent Berger, vous avez Philippe Martinez qui dit « Attention, vous passez outre, mais si la société s'enflamme, s'il y a vraiment un conflit social qui est difficile, il ne faudra pas venir nous demander de jouer les pompiers. » Lors de la première année de son mandat, Emmanuel Macron n'aura reçu que 2 fois les leaders syndicaux. Bertrand Pancher, le dialogue social ne fait pas partie des priorités, ni des promesses d'ailleurs d'Emmanuel Macron. On se rappelle de François Hollande qui voulait inscrire la démocratie sociale dans la Constitution pour mieux organiser le dialogue social. Est-ce que c'est ça que fait Emmanuel Macron, refuser le dialogue social? Emmanuel Macron, ça fait 1 an qu'il est au pouvoir. Les réformes de fond, installation du Parlement, c'est depuis 6 mois. C'est des réformes qui sont compliquées. J'ai le sentiment quand même que ça discute et que ça discute beaucoup entre les ministres concernés et les organisations syndicales. Et puis tout ça dépend des types de conflits ou de difficultés. La SNCF, faut pas tout mélanger, c'est ça? La SNCF, c'est pas Air France, si on peut. Enfin, bon. Et Air France, c'est pas les EHPAD. Et tout ça, c'est pas les universités. Il y a beaucoup de sujets différents et chaque sujet, c'est des problématiques différentes et sans doute des solutions différentes. Yann Brossat, le gouvernement fait tout simplement semblant d'écouter? Je pense que le gouvernement n'écoute pas du tout. Et d'ailleurs, théorise une manière de gouverner qui est une manière qui consiste à marcher sur la figure de tous ceux qui se mobilisent. En gros, c'est... vous pouvez aboyer, mais enfin, la caravane passera de toute manière. Et je pense que Emmanuel Macron est dans cette logique-là depuis qu'il est président de la République. Et d'ailleurs, on le disait tout à l'heure, démocratie sociale, démocratie politique. Non seulement il méprise les syndicats, mais enfin, par ailleurs, je n'ai pas particulièrement l'impression qu'au sein du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale, il y a une démocratie extrêmement vivace, puisqu'on voit qu'à chaque fois que des députés de La République En Marche se démarquent de la position majoritaire, ils se font immédiatement taper sur les doigts, au point que la discipline de vote est imposée à l'ensemble de leurs parlementaires. Donc je pense que non, on a un mode de gouvernement qui est un mode autoritaire. Il considère que d'une certaine manière, les électeurs lui ont donné
mandat pour faire une politique qui est une politique ultralibérale. Et je pense d'ailleurs qu'il se trompe, parce que la réalité quand même, c'est que la grande majorité de ceux qui ont voté pour Emmanuel Macron, dès le premier tour de la présidentielle, ce sont des gens qui ne voulaient pas d'un second tour entre Marine Le Pen et François Fillon. Et tirer du résultat de l'élection présidentielle l'idée qu'il a un mandat pour casser le service public, pour fragiliser encore plus les milieux populaires, je pense que c'est une erreur. Et pourtant, Fabien Villedieu, est-ce que vous pouvez entendre l'argument suivant, Emmanuel Macron le disait même avant même d'être élu, les corps intermédiaires n'ont pas vocation à fabriquer la loi. Pour lui, c'est la responsabilité de l'État. Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez comprendre ou pour vous, ça se fabrique autrement? Emmanuel Macron, il a la grosse tête, là, et il n'écoute plus personne. Voilà, il n'écoute plus personne. Les syndicats, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, Sudrail, on existe toujours, on a beaucoup d'adhérents, et on pèse, et on a notre petit point de vue à défendre de temps en temps. Mais à force d'écouter personne, mais là, ça va être c'est votre sentiment. Mais il écoute personne, il écoute même pas la CFDT. Alors on peut dire oui, Sudrail, vous êtes radical, machin. Moi je suis prêt à l'assumer. Je suis pour un syndicalisme, lutte des classes, je l'assume complètement. Mais je crois que Laurent Berger il a un syndicalisme qui est quand même très différent. Mais même lui, il n'est même pas content. Donc, à un moment donné, à force d'écouter personne, parce qu'il n'y a pas que les syndicats qui ne l'écoutent pas, je pense aussi le monde, les retraités, ils ne les écoutent pas beaucoup. En tout cas, j'ai cru comprendre qu'ils étaient un petit peu en colère, les retraités. Finalement, les luttes se mélangent quand même un peu. Alors, moi, effectivement, mais il fait quand même de plus en plus l'unanimité contre lui, Macron. François Deletraz, est-ce que finalement, il va passer ses réformes coûte que coûte, Emmanuel Macron? C'est la question qui se pose à la SNCF, on en discutait tout à l'heure. Quand tout le monde s'arc-boute, c'est jamais bon signe. Alors, est-ce qu'il a les mains libres, toutefois, pour faire ce qu'il a envie de faire? Alors, en ce qui concerne le sujet qui nous occupe aujourd'hui, c'est-à-dire la SNCF ou Air France, je ne suis pas sûr qu'il ait les mains libres. Parce qu'il y a quand même des oppositions qui sont fortes. Donc, est-ce que le jusqu'au-boutisme ira jusqu'à la perte? Je ne sais pas. De quoi vous parlez quand vous parlez de jusqu'à la perte? C'est-à-dire qu'un conflit majeur. Parce que là, on est dans un conflit qui est dur, mais qui est encore bon enfant. On est dans la République. Il ne faudrait pas que les gens... Vous pensez que le mouvement peut se durcir? Ça, c'est une évidence. C'est ce que vous pensez aussi, Bertrand Pancher? On court vers ça? Air France, j'observe quand même que le nombre de grévistes n'est quand même pas très important, mais c'est ceux qui bloquent le plus. C'est 10%, je crois, de grévistes, mais ce sont les pilotes d'avion. La SNCF, c'est les conducteurs. La SNCF, c'est les conducteurs, c'est 17%, je crois, de grévistes. Les aussi, oui. Et puis, il y a des réformes qui sont de bon sens, et on peut pas critiquer le patron d'Air France dans les efforts, y compris de rationalisation de ses dépenses, quand on voit combien sont payés les pilotes d'avion. Enfin, j'aimerais bien être payé comme un pilote d'avion, quoi. Et tous les Français aussi. SNCF, les conducteurs, si on était dans le privé, seraient beaucoup mieux payés que ce qu'ils sont aujourd'hui. Oui, il faut le rappeler. Donc, bien sûr. Oui, et pour la SNCF, c'est pas uniquement une question la réforme, c'est pas uniquement une question de salaire. C'est une question d'ouverture à la concurrence. C'est une question de changement aussi, d'aide au changement de méthode de travail. C'est une question de financement des investissements. C'est une question de reprise de la dette. C'est des questions aussi de bon sens qui sont posées. J'espère que ces questions vont être réglées de façon à faire en sorte qu'on arrête avec cet endettement qui est faramineux. Les Français s'en rendent bien compte. Bien sûr. Pour rester encore un tout petit peu en hauteur et pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron, Yann Brossa, veut changer la nature de la démocratie sociale ou tout simplement y mettre fin? Je pense qu'Emmanuel Macron veut rompre avec une forme de république sociale dans laquelle nous vivions, avec un compromis qui a été construit après-guerre, qui a été remis en cause, notamment par le quinquennat Sarkozy et la vague libérale qu'on a connue depuis, mais lui veut d'une certaine manière finir le travail. Et je pense qu'en 5 ans, il veut transformer la France en Grande-Bretagne de Margaret Thatcher, avec 30 ans de retard d'une certaine manière. Mais ce que je constate, c'est quand même qu'au bout d'un an, le nombre de catégories sociales qui sont en colère du fait de la politique d'Emmanuel Macron n'a pas cessé d'augmenter. Et je pense que cette colère, au fond, elle porte sur 2 aspects. Elle porte d'abord sur une méthode de gouvernement qui est une méthode brutale, faite de mépris et d'arrogance. Et elle porte aussi sur le fond
sur le fait que cette politique-là est une politique qui porte le sceau de l'injustice sociale. Parce que quand même, on voit encore aujourd'hui la décision annoncée par Emmanuel Macron, un lendemain de 1er mai, fête du travail, de supprimer l'exit tax, c'est-à-dire de supprimer 800 millions d'euros d'impôts qui portaient sur des gens qui ont plus de 800 000 euros de patrimoine. Quand même, de la part de gens qui passent leur temps à expliquer qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'État, faire des choix politiques comme cela, qu'est-ce que vous dire, sinon que ça marque une politique et que ça marque une politique du côté de l'injustice sociale. Le président est très riche. Alors, je voudrais juste ajouter quelque chose. François Deletraz. Ce qui me semble très embêtant aujourd'hui, c'est que ça exacerbe l'individualisme. Le syndicalisme, c'est un phénomène de groupe. C'est des phénomènes de péréquation entre des gens malades ou pas malades, c'est des péréquations entre des régions qui sont déshéritées, etc., etc. Et je trouve qu'avec le système qui est utilisé aujourd'hui... De quel système vous parlez ? Le système Macron. On pousse les gens à un individualisme exacerbé et qu'on essaie de casser le phénomène de groupe justement pour que chacun se défende sa propre chapelle. C'est intéressant ce que vous dites, François Deletraz. Fabien Villedieu, justement, est-ce que toutes ces chapelles sont aujourd'hui déconstruites, et c'était ça aussi peut-être l'objectif d'Emmanuel Macron. Je pense à toutes ces centrales syndicales qui finalement n'arrivent pas à s'entendre et n'arrivent pas à défiler ensemble. Écoutez, je ne sais pas si on n'arrive pas à s'entendre, en tout cas la SNCF, vous aurez remarqué quand même que les 4 syndicats, même les 5 syndicats, parce qu'il y a Force ouvrière également, ils sont sur la même ligne. Voilà. Et ils appellent tous à la grève, que ce soit la CFDT, que ce soit l'UNSA, que ce soit Sudrail, que ce soit la CGT. Donc l'unité syndicale, elle existe. Après, à l'échelle au-dessus, au niveau des confédérations, j'ai cru comprendre qu'il y a des choses aussi qui commençaient à bouger. Ouais. Voilà, parce que la calère, et puis c'est vrai qu'à un moment donné, les collègues et les salariés, ils demandent l'unité syndicale. Alors on peut avoir une divergence, on peut avoir, je sais pas, moi je suis pas un responsable syndical. Quel est votre regard à vous sur Moi, mon regard, c'est que face à Macron, quelqu'un qui tape comme un barjot, il écoute personne. Il faut que les syndicats ils soient unis. Il faut qu'ils soient unis, et c'est demandé par les salariés. L'union fait la force. C'est vieux comme le monde, mais c'est vrai comme c'était vrai hier et c'est encore vrai aujourd'hui. Donc il faut qu'on reste unis. On est unis à la SNCF, à Air France, ils sont unis aussi les syndicats. Ouais. Il y a tous les syndicats à Air France. Et d'ailleurs, on va voir ce qui va se passer lors du référendum qui aura lieu le 4 mai. On aura peut-être des surprises, on verra ce qui se passera. Donc aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de syndicats qui comprennent que les guéguerres d'hier où chacun jouait doivent être dépassés et qu'on doit alors ça on l'a compris au niveau des différentes centrales syndicales et au niveau de la convergence des luttes. Pourquoi ça ne marche pas ? La convergence des luttes, on verra ce que ça donnera. Je pense que, comme on dit, c'est à la fin du bal qu'on paye les artistes. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous espérez quelque chose ? Ça fait quand même un mois qu'on nous explique que la grève à la SNCF, elle diminue, à tel point qu'on a l'impression qu'on n'existe plus. Je peux vous dire que demain, la SNCF va annoncer des taux de grévistes qui seront quasiment équivalents du début du conflit. Donc voilà, donc à force de dire que la grève, elle n'existe pas, la SNCF, elle diminue, on a une grève qui est partie pour durer, en tout cas tout le mois de mai, à la SNCF, et le pari du pourrissement est un très mauvais pari. Et nous, le pari qu'on fait, mais aussi, il faut bien faire des paris, je ne vois pas pourquoi il y aurait que Macron qui ferait des paris, c'est qu'effectivement, toute cette colère qui n'existe pas qu'à la SNCF, notamment dans les entreprises privées, elle s'exprime maintenant. Parce qu'une fois que les cheminots, ils nous auront mis à terre, qui pourra se battre ? Qui vraiment pourra se battre ? Plus personne. Et je peux vous dire que dans toutes les entreprises, y compris dans les entreprises privées, vous avez des conditions de travail, vous avez des accords de branche qui sont plus favorables que le Code du travail. Donc vous serez toujours montré du doigt, vous serez toujours le privilégié de quelqu'un, même quand vous êtes dans les entreprises privées. Aujourd'hui, c'est les cheminots, mais demain, ça sera les RATP, après-demain, ça sera Air France, après-demain, ça sera Carrefour, et après, celui qui est en CDI, on t'expliquera, mais t'es quand même un privilégié par rapport à l'intérimaire. On sera toujours le privilégié de quelqu'un. Donc là, les gens, ils commencent à le comprendre et il faut qu'ils viennent nous rejoindre, voilà, parce que c'est maintenant que ça joue et pas dans 6 mois. Dans le système ferroviaire, le but de tout ça, c'est que ça marche mieux. Est-ce que les questions que pose le gouvernement permettront que ça marche mieux ? C'est des vraies questions. Est-ce que la concurrence va améliorer les choses ? C'est pas sûr. Améliorer même les infrastructures aussi. Non, mais ça, c'est autre chose. Ouais. Est-ce que enlever le statut aux cheminots, est-ce que ça va changer la donne ? C'est pas sûr. Donc tout ça, c'est des vraies questions qu'il faut se poser. Et je pense que s'arc-bouter sur le fait du statut ou de l'ouverture
obligatoire à la concurrence, c'est pas... C'est une directive européenne, donc la France répond aussi à ça. C'est pas forcément ça qui améliorera, j'arriverai, le système ferroviaire français. Non, mais c'est aussi une des conditions. Je suis quand même très frappé de constater que dans les pays qui nous entourent, notamment l'Allemagne, la Bundesbahn était dans la même situation que la SNCF. Sans dette. Mais sans dette. Mais ça change la donne, quand vous discutez avec les responsables de la Bundesbahn, moi je suis allé discuter avec eux. Qu'est-ce qu'ils nous expliquent? Ils nous expliquent quand même que la concurrence a un peu... a fait un peu titiller tout le monde, qui sont revenus sur des conditions un peu moins hors sol. Certes, l'État a mis des moyens financiers, et on est arrivé à une situation normale. Quand on discute avec des conducteurs, moi j'ai discuté avec des conducteurs de train en Allemagne, qui nous disent, nos collègues français, en rigolant, c'est français. Faut quand même pas exagérer, quoi. Quand on nous explique, moi je discutais avec des conducteurs de train qui nous disent, maintenant conduire un train de l'équivalent de TER, c'est moins compliqué d'apprendre à conduire un train que de passer son permis poids lourd. En tout cas, on est aussi sécurisé. On voit bien que le métier évolue. Alors, je ne dis pas qu'il faut taper sur le statut. Si c'était si facile, ils trouveraient des conducteurs comme ils veulent. Or, ils n'en trouvent pas. Laissez-moi terminer. Parce que c'est compliqué. Je ne dis pas qu'il faut taper sur le statut. Je me rends compte, notamment quand on est dans la région parisienne, que c'est compliqué, notamment d'embaucher des conducteurs de train. Moi, à la place du gouvernement, je ne serais pas avancé directement sur la question du statut. D'ailleurs, il y a à peu près un tiers des employés de la SNCF qui sont embauchés hors statut, ce qui pose moins de difficultés. Par contre, la modernisation globale, personne ne peut... La contester. On vous a entendu, Yann Brossat. D'abord, je pense que le gouvernement a fait un choix stratégique qui consistait à s'attaquer au statut parce qu'il considérait qu'il aurait la majorité de l'opinion publique avec lui sur ce sujet. Et c'était une manière de stigmatiser les cheminots en expliquant que c'était des privilégiés. Et ainsi, Emmanuel Macron, après avoir expliqué aux chômeurs qu'il fallait qu'ils fassent 200 km pour trouver un emploi, il explique... Mais quelque part, ça a marché. Non, ça n'a pas marché. L'opinion est quand même de moins en moins favorable. En tout cas, il y a eu une stratégie qui visait à travailler l'opinion publique en stigmatisant les cheminots. Ça a sans doute eu un certain... la grève des cheminots aujourd'hui. Ça a malheureusement eu un certain effet, mais enfin, en tout cas, c'était une stratégie politique de la part du gouvernement que je trouve par ailleurs assez lamentable. Mais pour le reste, quand même, puisqu'on parle de mise en concurrence, il y a quand même toute une série de secteurs dans notre pays qui ont fait l'objet de mise en concurrence. Et à chaque fois, finalement, on nous a raconté la même histoire. On nous a dit on va transformer l'entreprise en société anonyme et ça ne conduira pas à une privatisation. Et la privatisation, par exemple, et puis la mise en concurrence, elle permettra de faire baisser les prix. Excusez-moi de vous le dire, mais enfin, EDF, GDF, par exemple, il y a eu mise en concurrence. On ne peut pas dire que le prix du gaz et le prix de l'électricité, depuis maintenant 2004, puisque c'était la date à laquelle la mise en concurrence a eu lieu, le prix de l'électricité, il a augmenté de 30%, le prix du gaz, il a augmenté de 70%. Vous parlez d'une réussite. Donc je veux bien qu'on nous raconte à chaque fois les mêmes fables. Je sais que les histoires à dormir debout sont celles qui tiennent le mieux éveillées, mais enfin quand même, on finit par se poser un certain nombre de questions à la lumière de l'expérience. Et je pense que les Français qui ont fait ces expériences-là ont le droit de se poser ces questions. Fabien Villieu. Sur l'ouverture à la concurrence, le gouvernement, il est complètement dogmatique. Il explique que l'ouverture à la concurrence, ça porte, pour le ferroviaire, du bien pour les voyageurs. Eh bien, c'est pas vrai. Alors on nous dit, mais l'Allemagne... En quoi c'est faux ? En quoi c'est faux ? D'abord, l'ouverture en concurrence dans le fret, elle a lieu depuis 2003. Le trafic a été divisé par 2. L'ouverture à la concurrence en France, sans parler des exemples à l'autre bout du monde, parce qu'on nous tire toujours des exemples à l'autre bout du monde, en France, il y a l'ouverture à la concurrence dans les marchandises. Le trafic a été divisé par 2. C'est une véritable catastrophe. L'ouverture à la concurrence, elle a lieu pour les trains de voyageurs internationaux. Il n'y a qu'une seule entreprise qui s'est positionnée, c'est Tello. Tello, c'est 8 trains par jour. Voilà. Et pour l'Allemagne, on dit, mais regardez l'ouverture à la concurrence en Allemagne, il y a de plus en plus de voyageurs. Super, mais il y a de plus en plus de voyageurs partout en Europe, dans les endroits où il y a le monopole, comme les endroits où c'est ouvert à la concurrence, et dans les endroits où il y a le monopole, et c'est vrai que Macron a du mal... Il y a non seulement aucun lien de cause à effet, mais il y en a qui ont du mal à en entendre. Là où il y a le monopole, c'est-à-dire en France, le TGV, en 2017, la croissance du TGV, c'est 10%. Trouvez-moi un pays
dans le monde, je parle même pas de l'Europe, dans le monde, qui a connu une croissance en termes de voyageurs de 10%, il n'y en a aucun. Et si on va dire oui, mais on a ouvert de nouvelles lignes TGV, donc ça a boosté le nombre de voyageurs. Eh ben on prend le TER. Le TER, situation de monopole. La croissance en termes de voyageurs, elle a augmenté de 5%, ce qui est beaucoup plus que l'Allemagne. Donc aujourd'hui, on est face à des idéologues où eux, ce qu'ils veulent, c'est vaille que vaille, l'ouverture à la concurrence. Je peux vous dire que ça peut marcher dans certains secteurs. Moi, je ne remets pas ça en doute. En tout cas, dans le rail, ça n'a pas fait ses preuves d'efficacité, bien au contraire. François Delétraz. Alors, l'ouverture à la concurrence, c'est la théorie de M. Lerner. C'est très simple. À partir du moment où, dans la verticalité, il y a un des strates qui est en situation de monopole, donc par exemple pour le train, c'est le réseau, on ne va pas construire de réseau, et ben la concurrence ne sert à rien et ne fait pas baisser les prix. Ça, c'est une théorie, on l'a vu pour l'électricité, c'est une théorie qui est immuable dans le monde entier. Ça, c'est la première chose. Le seul truc de la concurrence, c'est que ça peut titiller sur l'organisation. Ça peut permettre la polyvalence des... J'étais à la mairie de Paris ce matin pour le Conseil de Paris. Je vous donne un exemple tout à fait ridicule. Quand vous arrivez et que vous voulez aller au Conseil de Paris comme journaliste, méfiez-vous. Vous arrivez, il y a quelqu'un qui vous donne votre badge. Et pour retirer votre badge, c'est une autre personne. Et celui qui vous donne votre badge ne peut pas vous le rendre. Vous proposez qu'on privatise la sécurité. Non, je ne dis pas ça. Je dis que si les deux pouvaient prendre le badge et le rendre... Ça changerait tout. À la SNCF quand même. Mais à la SNCF, c'est pareil. Il y a un problème de polyvalence dans les petites lignes et dans les gares. Donc, il ne faut pas se leurrer sur l'ouverture à la concurrence et sur les bienfaits qu'on pourrait en retirer immédiatement. Ça peut permettre d'améliorer le service. Ça ne permettra pas de baisser les prix. Bertrand Pancher, vous aviez publié une tribune dans Le Monde du 5 avril dernier. Je vous cite. « Comment expliquer que notre pays doive subir une telle agitation alors que la SNCF s'apprête enfin à sortir de l'ornière en voyant s'ouvrir de nouveaux horizons. » Un peu plus loin, cessons de pousser des cris d'orfraie et de brandir les peurs. C'est ce que vous entendez, là, ce soir ? Oui, je pense par exemple au statut de la SNCF. Moi, je suis favorable à la création d'une société anonyme à capitaux publics. Au moins, ça préservera la SNCF des dérives que connaît ce transporteur depuis des années, c'est-à-dire un État qui passe son temps à transférer des tas de dettes, à faire en sorte de pousser à des contraintes. On aura un président qui répondra de ses responsabilités devant un conseil d'administration. Je pense réellement également que la SNCF est en capacité non seulement de résister à la concurrence, mais davantage se moderniser à partir du moment où on règle définitivement la question de la dette. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur. La SNCF, le personnel, l'encadrement, les gens sont vraiment remarquables. Et puis, il faut peut-être également que nous, sur le plan politique, c'est également ce que j'ai déploré, qu'on refixe des vraies missions de service public à la SNCF. Il y a toute la question du transport en milieu rural, il y a les nouvelles mobilités, il y a tout un champ extraordinaire pour la SNCF. On a besoin d'un grand opérateur national. Fabien Villedieu, vous fermez de nouveaux horizons ? Alors moi, sur la polyvalence, il faut qu'on arrête la polyvalence. On a cassé la polyvalence à la SNCF. Moi, j'ai que 41 ans, mais je suis considéré comme un vieux conducteur. Moi, quand j'étais formé, je pouvais conduire tout type de train. Des trains de marchandises, des TER, du grand ligne, tout type de train. Aujourd'hui, c'est interdit. C'est interdit. Découpage par activité. Quand t'es transilien, t'es que transilien. Quand t'es voyage, t'es que voyage. C'est un problème, ça. Ça, c'est un véritable problème. Mais c'est au nom de la concurrence qu'on a mis ça en place. Parce que si vous voulez vendre par lot, parce que c'est ça qui est prévu. On va vendre par lot. La privatisation de la SNCF, elle ne va pas être là. D'un seul coup, on privatise la SNCF. Bon, ils sont un peu plus intelligents, un peu plus malins que ça. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont créer un certain nombre de filiales. La filiale fret, ça y est, c'est filialisé. Ça va être privatisé. Ils vont faire la même chose, TGV, Sud-Est. Vous savez, dans mon établissement, on est en train de créer un établissement TGV Sud-Est où on va recouper tous les conducteurs de l'axe TGV Sud-Est. Ça sera prêt à découpage, à vente à la découpe. Donc on a tué la polyvalence à la SNCF. Donc, et nous, on l'a combattu justement. On voulait garder cette polyvalence. Donc ça nous fait un peu marrer. Est-ce que vous accepteriez sur l'histoire de... Vous croyez quoi ? Quand on sera société anonyme, demain, le jour où Alstom sera en difficulté,
Que va faire le gouvernement? Comme il a déjà fait, ils ont prévu d'acheter 100 rames pour 2,5 milliards d'euros TGV. Lorsque Alstom sera en difficulté, il ira voir, alors ça ne sera pas Pépi, hein, ça sera un nouveau d'ici là, il ira voir, il dit écoute, maintenant tu vas me faire plaisir et tu vas, même si tu n'en as pas besoin, parce que je peux vous dire que les 100 rames TGV, la SNCF n'en a pas besoin, et ben tu vas acheter tant de rames. C'est-à-dire qu'on vous explique que le fait de passer en société anonyme, ça va empêcher que le gouvernement s'ingère dans la politique de la SNCF. Ça, c'est de la flûte. Et je peux vous dire que sans le statut d'épique de la SNCF qui lui a permis de s'endetter, on n'aurait pas les 2800 km de lignes à grande vitesse qui sont une fierté mondiale. C'est une fierté mondiale, le TGV à la SNCF. Quand Macron il va à l'étranger, il parle de quoi ? Il parle du TGV, voilà. Donc, à un moment donné, je trouve que le procès qui est fait sur les lignes à grande vitesse et cette dette, c'est un très mauvais procès. C'est une fierté, le TGV et les lignes à grande vitesse. D'un mot, François Deletraz. À quoi ça sert de construire des lignes à grande vitesse qui ne seront jamais rentables? Sur Bordeaux, aller à Bordeaux en 2 heures. Ben oui, sauf qu'aller à Bordeaux en 2 heures, ça a un coût. Et quand on oblige la SNCF à faire 32 trains par jour, alors qu'avec 18, ça suffirait, c'est un coût pour la SNCF, c'est un coût pour vous. Et donc, il faut fermer les TGV Bordeaux. Il faut se poser la question. Prenons l'exemple de l'Est, d'où vous venez. Ils vont être contents. À quoi ça a servi le TGV Est? C'est une ligne qui est sous-utilisée. Ça a permis à Nancy et à Metz de se rapprocher de Paris. Ça a coupé les relations entre Metz et l'Allemagne. Ça a coupé les relations entre le sud de la Lorraine et le sud de la France. Ça a des incidences majeures. Et ça... Est-ce qu'une société anonyme pourra l'empêcher? Je ne sais pas. Une société anonyme n'aurait jamais pu... Ça fait longtemps que la société anonyme aurait déposé le bilan avec des dettes aussi importantes. Non, mais réellement. C'est-à-dire imposer des dettes par des erreurs qu'on a fait digérer aux dirigeants successifs de l'SNF, tout ça est scandaleux. Moi, ce qui m'intéresse... les erreurs... vous citiez des exemples de rachats de lignes... ou de trains TGV, pour fonctionner sur des lignes TER, vous obligez la SNCF à fonctionner. Ça évite un plan social à Alstom. Tout ça, c'est complètement dingue. On a quand même un prix de revient globalement à la SNCF qui est de 30% à peu près supérieur aux concurrents du privé. Quand même, regardez, c'est pas vrai. Moi j'ai quand même des chiffres sur le coût de la SNCF. Quand on compare le coût de la SNCF avec du fonctionnement, ces chiffres, je ne sais pas d'où ils viennent, mais ils n'ont jamais été prouvés. Ils viennent de la SNCF. 170 jours. Mais ils n'ont jamais été prouvés. Écoutez, 170 jours de repos du personnel roulant à la SNCF. Peut-être que vous allez me contredire. 104 week-ends, 104 jours de week-end, 25 jours de vacances, 22 jours de RTT, 3 jours supplémentaires, 5 à 6 jours par les régions, 10 jours... Ce sont des chiffres que vous avez tirés ? C'est des chiffres qui sont dans mon rapport, qui n'ont jamais été contestés. 129 jours pour la concurrence. 129 jours pour la concurrence. C'est pas sans raison si le privé est arrivé aussi facilement dans les lignes de fret. Alors vous dites certes le fret se casse la figure partout, mais il se casse la figure partout sur le plan européen. Vous savez ce qu'ils font, les conducteurs de train d'ECR? Le principal concurrent de la SNCF dans le fret, c'est ECR, donc c'est une filiale de la Deutsche Bahn. Vous savez ce qu'ils font? Ils tapent tous à la porte de la SNCF en disant j'ai envie d'être embauché à la SNCF. Parce qu'à force de gratter sur les conditions de travail en permanence, une fois, ils ont un délit de formation, c'est-à-dire que pendant 5 ans, ils n'ont pas le droit, ils sont obligés de rester à ECR, et au bout de 5 ans, ils sont tous là, on veut rentrer à la SNCF. C'est ça le résultat, parce que ces conditions de travail, vous savez pourquoi elles ont été mises en place? Pour fidéliser les salariés. Parce que quand vous avez des formations qui sont lourdes, si les mecs ils se barrent au bout de 2-3 ans, il n'y a aucun intérêt économique. Et le problème qu'il y a eu en Angleterre, vous savez ce que c'était? C'est que les cheminots, ils passaient leur temps à aller d'une compagnie à une autre, et ça a été une catastrophe en Angleterre. Qu'est-ce qu'on fait quand on est en retraite, quand on est conducteur de train? Qu'est-ce qu'on fait? Très souvent, on va se faire embaucher dans le privé. Regardez vos collègues. Si la situation avait été aussi difficile que ça, vos collègues arrivaient en retraite. C'est comme le Black Bloc, c'est notre Black Bloc à nous. Alors, Yann Brossard. Je veux bien qu'on en remette 3 couches de bashing, comme on y insiste depuis maintenant des semaines, sur les cheminots qui seraient l'espèce de privilégiés de notre société. Il y a quand même des gens, excusez-moi de vous le dire, en France qui sont beaucoup plus privilégiés que les cheminots aujourd'hui. D'ailleurs, il faut le dire, on a affaire à une majorité. On a affaire à une majorité parlementaire qui a supprimé l'impôt sur la fortune. C'est quand même lunaire. Vous l'avez voté, non?
Bon, excusez-moi, mais enfin, les gens qui payaient l'impôt sur la fortune, ils sont beaucoup plus privilégiés que les salariés de la SNCF. Il n'y a pas beaucoup de cheminots qui sont concernés d'ailleurs, à part peut-être le PDG. Ah oui. Simplement, je ne pense pas qu'on puisse juger, pour revenir sur ce que disait François Delétraz tout à l'heure, de la pertinence de telle ou telle ligne uniquement à partir de critères de rentabilité. Parce que je peux l'entendre, mais il faut entendre la mobilité, il faut entendre l'écologie, etc. Évidemment. Mais dans ces cas-là, comment peut-on d'un côté signer les accords sur le climat comme l'a fait la France et dans le même temps envisager de supprimer des lignes TGV parce qu'elles seraient déficitaires en renvoyant les gens vers la route ou vers les aéroports, puisque en l'occurrence, pour faire Paris-Bordeaux, on prendrait l'avion. En tout cas, moi, ça me paraît être une vraie question. Et si on reste dans une logique de service public précisément, et si à mes yeux, il faut rester dans une logique de service public, c'est parce qu'il y a d'autres logiques qui doivent prédominer que les simples logiques financières. Et puis surtout, ce que vous avez dit sur la question du prix est une question essentielle. On nous a quand même vendu la mise en concurrence en nous expliquant que ça allait faire baisser les prix. Or, aujourd'hui, tous les gens sérieux, et vous en faites partie, reconnaissent que ça ne fera pas baisser les prix. Ça les fera monter. Et donc, ça les fera même monter. Et donc, on a quand même un discours qui a été construit depuis maintenant des mois, qui est un discours qui repose sur du sable. Et donc, il n'y a pas d'argument sérieux pour avancer dans ce sens-là. On vous a entendu. Alors, juste avant, on va essayer d'avancer encore un tout petit peu, puisque là, on a parlé évidemment du 1er mai et des revendications actuelles, mais dès demain, jeudi 3 mai et samedi 5 mai, les mouvements contestataires vont se poursuivre. Le programme social des prochains jours avec Alice Rougerie. Maintenir la pression dans la rue. Après cette manifestation du 22 mars, une nouvelle mobilisation est lancée par les 4 organisations représentatives de la SNCF. C'est l'union qui fera la force, assure ce représentant syndical. Cette grève marque quand même une nouvelle étape un petit peu dans la construction syndicale depuis des années. Aujourd'hui, on est en plateforme unitaire et en même temps, on continue à avoir des revendications communes, chose qu'on ne voyait plus depuis des années. C'est là-dessus que vont insister les syndicats lundi 7 mai, date de leur rencontre avec le Premier ministre. Édouard Philippe a finalement accepté de les recevoir, mais les syndicats restent prudents. Visiblement, il fait le constat avec Elisabeth Borne, ça n'a pas marché, que sa négociation, concertation, je ne sais pas comment il faut l'appeler, explication de texte plutôt, ça n'a pas marché, il reprend la main. Si c'est pour dire la même chose qu'elle, on ne comprend pas, donc on va juste se rappeler à son bon souvenir. Et surtout négocier sur les 2 points de blocage, la dette et le statut des cheminots. Quoi qu'il en soit, le rendez-vous sera déterminant d'un côté comme de l'autre. Aussi bien pour Édouard Philippe, qui a intérêt à ce que la grève ne se prolonge pas, que pour les syndicats qui aussi ont intérêt à ne pas augmenter encore la popularité de leur mouvement, il serait bien que ce rendez-vous aboutisse à quelque chose. Et si ça n'aboutit pas, les syndicats menacent d'une journée sans train le 14 mai, sans service minimum donc. Fabien Villieu, vous en attendez quoi concrètement de cette rencontre du 7 mai? Est-ce que vous n'êtes pas déjà dans l'après avec cette journée du 14 mai, journée sans cheminots annoncée? Bon, moi, comme ça, les choses sont claires. Non, mais nous, on attend des propositions. Voilà, on attend des propositions. C'est sûr, si c'est la même explication de texte qu'on a eue avec la ministre, il n'y aura aucun intérêt. Mais bon. Donc, vous n'avez aucun espoir sur le 7 mai? Non, on verra ce qui va se passer le 7 mai. Si ça se trouve, il nous fera peut-être d'agréables propositions. Une chose est sûre, c'est que s'il n'y a rien sur la table, c'est quoi rien? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il des vraies propositions. Nous, on a un avis je suis prêt à assumer un avis très tranché, Sudrail, sur le rejet de la loi. Il n'y a pas de problème. Mais qu'ils fassent des propositions. Après, nous, les propositions, on les expose aux grévistes. Les grévistes, ils nous disent Sudrail, on trouve que vous allez trop loin. On est prêt à accepter ça. Mais aujourd'hui, ils font aucune proposition. Il n'y a rien de concret. Il n'y a rien dans la besace. Donc, à un moment donné, il va falloir qu'ils donnent des choses. Voilà. Et puis après, on verra. Et c'est sûr que il y aura le 14, mais il y aura aussi d'autres dates. De prochaines dates. François Delétraz. On demande à la SNCF de faire le grand écart. C'est-à-dire, on lui demande d'être un service public et en même temps d'être une société privée. Et ça, c'est pas possible. Ou on prend en compte les critères d'écologie, d'aménagement du territoire, et à ce moment-là, c'est le rôle de l'État de dire à la SNCF ce qu'elle a à faire, mais pas en même temps de lui dire vous devez être rentable et de faire de la péréquation entre l'une et l'autre. C'est pas possible. Il y a un moment, il faut savoir, les politiques doivent savoir ce qu'ils veulent. Et ils ne savent pas ce qu'ils veulent, les politiques, Bertrand Pancher? Écoutez, moi je discute avec les organisations syndicales. Je suis très content de rencontrer Sudrail. C'est la première fois que je vois le représentant de Sudrail. Je le trouve d'ailleurs très sympa. Tant mieux. Les autres organisations syndicales que j'ai rencontrées, je vois l'UNSA, je vois la CFDT, je vois la CGT. On n'est pas très loin d'un accord. Qu'est-ce qu'ils veulent?
Ils veulent vraiment qu'il y ait une garantie que la société, qu'elle soit société anonyme à capitaux publics ou pas, reste toujours dans le giron de l'État. Bon, quelle garantie? Il y a peut-être encore des évolutions législatives pour être certain que ce soit le cas. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent qu'il y ait une reprise de la dette pour faire en sorte qu'on redémarre vraiment dans de bonnes conditions. Et puis, ils veulent encore négocier le statut futur. Tout le monde se rend compte que l'ouverture à la concurrence est inéluctable. D'ailleurs, ce projet de loi, on sait que depuis une dizaine d'années que ça devait arriver à peu près à ce niveau-là, à ce moment-là, et dans les conditions qu'on connaît. Donc, on est toujours un peu dans cette partie de poker menteur, dans cette concurrence syndicale, mais je pense qu'on n'est pas loin d'arriver à un accord. Le montant de la reprise de la dette, c'est indispensable. La garantie que ça restera toujours, et c'est clair que ça restera toujours une société publique. En tout cas, on n'a aucune intention de privatiser, quel moment qu'il soit, la SNCF. Et puis peut-être un peu des avancées sur le statut. Je pense qu'on n'est pas loin d'arriver à un accord. C'est bientôt la fin de l'émission. Yann Brossat, on parlait également de la fête à Macron le samedi 5 mai. Vous y serez? Oui, j'y serai sans doute. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement les mouvements politiques dépassent les mouvements syndicaux? Il ne faut pas que ce soit le cas. Et moi, je pense que les mouvements sociaux, les mouvements portés par les syndicats sont les mouvements qu'il faut soutenir prioritairement. En revanche, qu'un certain nombre de gens qui sont en colère vis-à-vis d'Emmanuel Macron puissent se mobiliser indépendamment des syndicats, pourquoi pas. En tout cas, moi, ce dont je suis convaincu, c'est qu'il faut aussi que la gauche soit capable de se rassembler, parce qu'on parlait des divisions syndicales, mais la gauche a aussi un énorme travail à faire pour retrouver le chemin de l'unité. Et si on veut que la gauche soit à nouveau capable L'union de la gauche peut renaître, d'après vous? Moi, je suis en tout cas convaincu qu'elle est nécessaire. Le dire, ça ne veut pas dire qu'on y est arrivé, mais enfin, se fixer cet objectif-là, c'est déjà une bonne chose. En tout cas, je pense que c'est essentiel si on veut que la gauche soit capable de recréer un peu d'espoir dans ce pays. Fabien Villedieu, vous y serez, vous, à la fête à Macron? Ah non, j'ai un mariage, désolé, mais okay, autrement c'est une très bonne excuse. Non, mais vous pensez quoi de ce mouvement-là? Moi, je pense que toutes les mobilisations qui se font en ce moment et qui vont dans votre mobilisation à vous voyez ce que je veux dire? Oui, ça va clairement dans notre mobilisation. Donc si ça peut être un appel d'air pour qu'il y ait d'autres secteurs qui partent en grève, et moi, nous, à Sud Rail, on est pour une grève générale qui serait une vraie mobilisation et qui pourrait nous permettre de gagner à la fois sur la loi ferroviaire, mais sur d'autres secteurs, parce que des problèmes, il y en a également dans d'autres secteurs. Donc c'est des mouvements qui se complètent pour vous et non pas qui s'annulent? Non, c'est des mouvements qui se complètent complètement. Voilà. François Deltraz, comment vous regardez, vous, cette marche du 5 mai, la fête à Macron? Peu m'importe en fait. La seule chose qui m'importe en tant que spécialiste des transports, c'est que la SNCF marche bien et qu'on arrive à un terrain d'entente pour que le système ferroviaire français, qui est quand même un des meilleurs du monde, c'est ça qui est terrible. En Allemagne, il y a 2 opérateurs qui sont majeurs, c'est la Deutsche Bahn et la SNCF. Je veux dire qu'en France, on ne soit pas foutu d'avoir un système comme on l'a en Suisse, c'est quand même pas normal. Et que en termes d'écologie, qu'on puisse aller partout avec le train comme on le fait en Suisse, c'est quand même pas normal. En Suisse, c'est le monopole d'ailleurs. Oui, je sais. Comme quoi, le monopole, ça a quelquefois du bon. Ça peut marcher. Bertrand Pancher, la fête à Macron? Moi, je ne crois pas à la convergence des luttes. La grève d'Air France, c'est la grève des nantis. La grève de la SNCF, c'est la grève pour des réelles contreparties. La grève des EHPAD, elle est justifiée parce que la situation est scandaleuse. Donc, je ne crois pas en que la convergence des luttes, on abrutit l'opinion publique. Il y a des problèmes, on essaie de les régler, et on essaie de les régler un par un avec de la négociation. Moi, je suis pour que l'on renforce les conditions de négociation. C'est difficile de régler les problèmes. Un mai 2018 qui ressemblerait à un mai 68, vous n'y croyez pas du tout, Yann Brossat? Je sais pas, je déteste les références historiques et l'idée qu'au fond, on serait toujours dans la répétition du même, parce qu'on n'est jamais dans la répétition du même et d'une certaine manière, heureusement. Enfin, vous voyez l'idée. Non, mais ce que je vois en revanche, c'est effectivement une montée des colères liée à une politique du gouvernement qui est une politique de mépris pour les milieux modestes. Et donc, une bien sûr, idéologie qui rassemble un peu. Bien sûr, en tout cas, il y a de la colère qui monte et le gouvernement peut faire la sourde oreille quelque temps, mais à un moment donné, ça ne tiendra plus. Qu'est-ce que vous allez faire après le 14 mai? Vous nous annonciez peut-être d'autres dates? Écoutez, nous, tant qu'il n'y aura pas des propositions qui seront faites, on continuera la grève. Moi, sur mon dépôt, on est encore en grève. Là, j'ai vu, parce qu'on se déclare 48 heures avant, les conducteurs de ligne, on est à 85% en grève pour demain. L'annonce en exclusivité sur la chaîne parlementaire. Tant que le gouvernement ne lâche pas, on continue. Très bien. Merci infiniment à tous les 4 d'avoir participé à ce très beau débat. À très bientôt sur la chaîne parlementaire et bonne soirée sur LCP.